Comment est-ce qu'on définit un traumatisme, cliniquement ou même, je sais pas s'il y a une définition neuropsychologique du traumatisme? Et surtout comment est-ce qu'on fait la distinction entre un traumatisme et simplement un mauvais souvenir ou un mauvais événement? Alors il y a pas la définition du traumatisme n'est pas claire puisqu'elle ne dépend pas de l'événement lui-même. Elle dépend aussi du récepteur de l'événement. Ce qui signifie qu'un événement peut être traumatique pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Donc il y a pas en soi d'événement traumatique. Un attentat, par exemple, hein, peut, effectivement créer un traumatisme durable qui lui va se transformer en un syndrome qu'on appelle le trouble du stress post-traumatique, par exemple, qui lui effectivement devient problématique, au sens pathologique du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut soigner parce que ça empêche les gens de vivre. Ils ont des difficultés de concentration, une hypervigilance, des problèmes somatiques, des troubles du sommeil et cetera, des problèmes attentionnels. Donc là, effectivement, il faut prendre en charge. Mais l'événement traumatique à l'origine de ça, on sait par exemple qu'en général, lorsqu'il y a, un attentat ou un événement vraiment très dur, qui est vécu, il y a à peu près entre 20 et 30 des personnes qui vont développer un trouble du stress post-traumatique. Les autres, non. Donc ça signifie aussi qu'il y a des facteurs de prédisposition quand même. Votre vos capacités affectives, votre attachement précoce, enfin tout ça va participer, votre milieu social, voilà, comment vous vous êtes construit, tout ça évidemment va participer. Donc il y a aussi des variables, hein, à ce niveau-là. Donc l'événement traumatique, bon, on peut pas vraiment le définir. C'est-à-dire qu'une chose peut être traumatique pour quelqu'un, hein, vraiment, une humiliation en public ou une parole même, hein, peut être traumatique pour quelqu'un en fait. Alors que pour quelqu'un d'autre, ce sera relativement anodin et ça lui passera, un petit peu au-dessus de la tête. Donc voilà, il y a pas vraiment de définition de l'événement traumatique. En revanche, il y a une définition très claire de ce qu'est un trouble du stress post-traumatique. C'est-à-dire que lorsque on est dans le domaine pathologique, hein, là, le DSM ou la CIM, par exemple, hein, définissent très, très bien, ce qu'est un trouble du stress post-traumatique et quelles sont les caractéristiques de ce trouble. Et justement, comment est-ce que une personne qui a un donc le trouble du stress post-traumatique, c'est vraiment défini d'un point de vue d'un vécu psychologique. Ce qui compte, c'est pas forcément l'événement en soi, ni même s'il est vraiment vrai. Ce qui va compter, c'est, comment est-ce que la personne, l'a vécu ou a l'impression de l'avoir vécu. Et donc, comment est-ce qu'en thérapie, on vient traiter, le traumatisme? Quel est le fonctionnement de la méthode? Comment est-ce qu'on va réussir à rendre, du coup, un souvenir, bah, qui est extrêmement douloureux, moins douloureux, alors que, bah, il s'est produit dans tous les cas où enfin, voilà, il est déjà ancré? Ouais. À l'origine un traumatisme, ce qu'il faut dire aussi, hein, quand même, c'est que ça provoque, un certain nombre de réactions physiologiques. Des hormones du stress, glucocorticoïdes et cetera, hein. Qui vont vraiment, déjà, bien imprégner, le système cognitif, hein, et donc participer à cette, trace mnésique tout à fait particulière qui est un traumatisme, en fait. Donc il y a quand même ça, hein, il y a quand même des choses neurophysiologiques qui se passent et hormonales en particulier, hein. Le cortisol, le glucocorticoïdes, toutes ces les surrénaliennes, tout ça et ça évidemment, ça produit un effet. Votre question, c'était de savoir, comment on pouvait, par la suite prendre en charge? Heu, alors quand on prend en charge en général, hein, c'est parce que la personne se plaint et en général quand elle se plaint, c'est qu'elle est plutôt dans un état de trouble du stress post-traumatique. Alors il y a différentes méthodes de prise en charge. La plus connue, et la plus efficace, donc la plus répandue aussi, hein, c'est ce qu'on appelle l'EMDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, qui a été, mise au point, on va dire, par madame Shapiro, qui s'appuie en fait sur des stimulations bilatérales alternées. Mais ce qui est commun à toutes les thérapies dans ce contexte-là, de toute façon, c'est la réactivation du souvenir traumatique. Donc l'idée, c'est d'abord de mettre les gens dans un état où ils réactivent le plus fidèlement possible. Donc ça peut être, tout à fait dans le même contexte. On essaye de reconstruire un peu ce qui s'est passé et cetera. De façon à avoir une réactivation la plus efficace et la plus fidèle du souvenir et à ce moment-là, on peut appliquer un traitement dessus. Donc dans le cas de l'EMDR, c'est des SBA, mais ça peut être aussi, une technique de lieu sûr, par exemple. On dit en même temps une sensation interne désirable, par exemple, de demander aux gens en même temps d'associer ça et donc il y a une association qui va se faire progressivement entre cet événement très désagréable, parce que quand les gens réactivent un traumatisme et qu'ils sont vraiment traumatisés, hein, il y a aussi, ils revivent vraiment, l'émotion associée. C'est ça qui est quand même assez désagréable et donc l'idée, c'est de détacher, en fait, ces marqueurs somatiques, hein, c'est tout ce qui est désagréable au niveau émotionnel, dans le revécu de cet événement
de le détacher, progressivement du reste de la trace. Et donc c'est la prise en charge thérapeutique dans ce contexte-là, elle sert essentiellement à ça. Donc d'abord réactiver et une fois qu'on a réactivé, justement essayer d'apaiser, de mettre de voilà, avoir une sensation désirable, d'associer en fait la trace de cet événement à une sensation plutôt positive que négative et cetera. Et comme ça on reconstruit. Et il y a toujours un moment, en EMDR par exemple, où le sujet, dit, «Ah bah ça y est, quand je réactive, je ne sens plus, mon ventre gonfler par exemple, je ne sens plus, cet état, émotionnel, tout à fait négatif que je ressentais». Et c'est le moment en fait où effectivement ça s'est, ces marqueurs somatiques se sont détachés, de la trace de l'événement et après ça va beaucoup mieux. Et est-ce qu'on traite du coup un traumatisme qui est issu d'un faux souvenir? Est-ce qu'on le traite de la même manière qu'un traumatisme et après on dit à la personne que c'était peut-être un faux souvenir? Ou est-ce qu'on dit juste à la personne que c'est un faux souvenir et après on essaie de, à partir de là, de Mmh. peut-être le traiter ou? Les thérapeutes mettent pas en doute en fait la véracité ou non du faux souvenir, hein, des patients qu'ils ont. À partir du moment qu'il y a une souffrance ou qu'il y a un trouble du stress post-traumatique, il faut le traiter, que ce soit un vrai ou un faux souvenir, ça va se traiter de la même façon. Justement, dans ces thérapies, notamment avec l'hypnose, comment est-ce qu'on peut arriver à induire des faux souvenirs? C'est-à-dire quel est le risque? Comment est-ce que, on peut, par suggestion, arriver à faire croire au patient qu'il a eu un événement éprouvant, Oui, oui, il y a eu des cas célèbres, hein, notamment d'hypnothérapeutes, qui ont été condamnés, par la justice dans ce contexte-là, puisque l'hypnose est une méthode, qui peut s'avérer tout à fait efficace, mais c'est un état de conscience modifié dans lequel, on 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 abolit, en fait, les capacités de contrôle de la personne. Donc évidemment, toutes les suggestions dans le contexte de l'hypnose vont être beaucoup plus efficaces que dans un contexte, non hypnotique. Heu, En fait, ça rend efficace, la suggestion. Évidemment, si le thérapeute vous dit à ce moment-là, «Mais est-ce que vous n'avez pas vécu ceci ou cela, dans votre famille étant jeune?» et cetera, bah, évidemment, ça va s'ancrer beaucoup plus, profondément et durablement dans si vous êtes sous hypnose. Donc la manipulation mentale est beaucoup plus efficace sous hypnose, oui, effectivement, que lorsqu'on est dans un état, normal. Mmh. donc quelles peuvent être les conséquences de ça? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à créer un souvenir traumatique chez la personne ou en tout cas, à lui faire croire que quelque chose s'est réellement passé, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a eu tout un tas de cas, pardon, dans la littérature, mais aussi au niveau judiciaire, de nombreux cas de soi-disant, thérapeutes qui en fait n'étaient que des gourous et qui abusaient effectivement des personnes sous hypnose, souvent à des fins économiques, hein, c'est-à-dire pour leur soutirer de l'argent et ou avec des visions tout à fait simplistes, hein. C'est-à-dire que les gens, les patients venaient les voir, avec leurs problèmes psychologiques et à chaque fois, ils proposaient toujours la même solution, hein. C'est-à-dire: «C'est de la faute de vos parents, vous avez eu ceci, vous avez eu cela pendant votre enfance» et cetera. Comme le groupe Saint-Terme, par exemple, qui est assez, célèbre dans le milieu, sectaire, enfin dans des dérives sectaires, où là, effectivement, c'était ce qui était dit, hein, c'est-à-dire que les gens, c'était toujours la faute des parents, c'était toujours la même, sauce qui était fournie aux patients et souvent les patients étaient en plus sous hypnose et donc au bout d'un certain nombre de séances, bah, les patients, ils finissent par y croire, quoi. Ils finissent, par considérer, que c'est vraiment ce qui s'est produit, ils en veulent aux patients, évidemment, ça détruit les familles et cetera, donc il y a tout un tas de difficultés, en fait, associées à ça. je trouve que enfin, ces thérapies justement de souvenirs refoulés ou où on va essayer d'aller chercher des souvenirs qui ont été oubliés, pose la question de est-ce que l'on peut vraiment oublier un souvenir traumatique vu qu'on voit que une des choses qui fait qu'on encode un souvenir, c'est vraiment sa force et sa rareté. Mmh. C'est-à-dire que plus un souvenir est rare, plus on va l'encoder, et plus il est fort, plus on risque de l'encoder pour, vu que c'est un peu la fonction de la mémoire, c'est-à-dire ne pas retomber dans la même situation. Ça pose la question de est-ce qu'on peut réellement oublier un souvenir traumatique ou pas? Très bonne question. Question brûlante, hein, en psychologie, puisque vous trouverez un petit peu de tout. Il y a des gens qui considèrent que le refoulement, c'est quelque chose qui existe. Des gens qui considèrent, alors après on est passé à la notion d'amnésie traumatique, c'est c'est ça, hein, c'est l'oubli d'un événement traumatique et en ce moment, on est plutôt, dans ce domaine, sur l'idée d'une amnésie dissociative. C'est-à-dire que lorsque vous subissez un traumatisme, heu, vous avez toujours, en vous quand même quelques éléments, en particulier sensorimoteurs justement, assez primaires, comme des flashbacks, c'est-à-dire des images mentales qui vous reviennent. Par contre, effectivement, vous oubliez un petit peu le contexte. C'est-à-dire ce qui s'est passé un peu avant, un peu après, tout ça est beaucoup plus flou.
Donc ça, c'est vrai, hein, il y a une disparition de certains éléments. Mais en revanche, il y a aucune démonstration, à ma connaissance, hein, dans la littérature, qu'un événement traumatique puisse être complètement oublié. C'est-à-dire au-delà même d'une trace sensorielle. En général, il y a toujours quelque chose. Là, tout ça aussi est relatif au moment du traumatisme. Puisqu'évidemment, si votre mémoire n'est pas mature, par exemple, si vous avez été traumatisé à 3 ans, de toute façon, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé. Bon, évidemment, hein. Mais si c'est, à l'adolescence ou après l'adolescence, en général, les gens se souviennent très, très bien de certains éléments de ce traumatisme.